Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir chez Caribde pour ce procès. Donc, Ça commence bien. donc on ne va pas faire passer les auteurs qui ont accepté de venir jouer le jeu en procès, mais on était vraiment très heureux en tout cas d'accueillir donc une partie de l'équipe Inculte et des collaborateurs pour ce projet, donc en procès, une histoire du XXe siècle. Une histoire du XXe siècle à travers le phénomène judiciaire, la manière dont il est traité ou maltraité. Sur différents sujets, de 1914 jusqu'en... Alors donc, un XXe siècle qui se déroule de 1914 à 2007 ou 2008. Et bon, la première chose, c'était Mathieu et Alexandre, donc, qui est dans la salle. Alors, vous dites dans l'avant-propos que ce projet est né d'une phrase de Lionel Ruffel il y a quelques années, mais à partir de cette phrase, comment tout ça s'est élaboré ? La phrase précise, comme je l'ai plus en tête déjà, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, c'était « Courant sur tout le siècle, le procès est un élément essentiel de la réalité et des fictions politiques. Ce siècle pourrait même... le 20e, donc, vous l'aurez bien compris. Ce siècle pourrait même efficacement être lu grâce aux représentations des procès qui l'ont traversé. » Et c'est, si mes souvenirs sont bons et que je ne trahis pas... exactement l'ordre des choses, Arnaud Bertina qui avait dû lire cette phrase-là donc dans le livre de Lionel sur Volodine, qui était plus ou moins un bouquin qui devait être tiré de sa thèse, enfin voilà, un petit essai qu'il avait fait paraître chez Cécile Defaux, voilà, ça me revient. Et un jour, c'était l'époque donc où la revue Inculte existait encore, et quand la revue Inculte existait encore, on faisait cette chose très exotique qui s'appelle des réunions de comité de rédaction. Et c'est-à-dire qu'on discutait de littérature pendant 10 minutes et puis qu'après on buvait des verres. Et donc il nous avait dit on cherchait une idée de dossier pour la revue suivante. J'ai lu cette phrase et je me disais tiens, pourquoi pas, on pourrait faire un truc là-dessus sur les procès du XXe siècle. Enfin c'était un peu informe au début quand il nous l'avait amené, un petit peu comme tout, quand on commençait un dossier, c'était toujours, il y en avait un qui jetait une idée, un autre enchaîné, etc. Enfin les choses se nouaient comme ça progressivement, et on s'est dit oui, on va faire effectivement un dossier en relevant littéralement le pari que nous propose Lionel Ruffel avec cette phrase, c'est-à-dire en racontant l'histoire du XXe siècle en toute simplicité, à travers celle des procès qui l'ont jalonné, sachant que dans cette première mouture qui était parue dans la revue, il y avait, je crois, 7 ou 8 textes. C'est-à-dire quand même quelque chose qui est absolument plus que lacunaire et subjectif. Là, on était vraiment sur une forme très très élective et sélective dans cette histoire donc, des procès. Et dès ce moment-là, dès la parution de la revue et de ce dossier dont on trouvait qu'il marchait assez bien, on s'était dit que pourquoi pas un jour on pourrait envisager de lui donner une autre ampleur et de le porter aux dimensions d'un volume. Donc c'était une idée en fait qui était là quand même depuis assez longtemps. Et lorsqu'on a relancé la nouvelle mouture d'Inculte l'été dernier, on s'était dit que parmi les projets collectifs, parce que pour nous ça restait quelque chose de très très essentiel de continuer à produire des livres collectifs le plus régulièrement possible, on s'est dit qu'on en sortirait un par an. Bon, ce sera peut-être pas une périodicité aussi rigoureuse que celle-là, mais il y a quand même toujours un travail collectif qui est en jeu, et on s'était dit que celui-ci, enfin cette idée du dossier initial pouvait donner l'un des collectifs en question. Donc on a gardé la plupart des textes qui étaient parus dans cette première version, dans la revue, et puis on a fait appel à quelques autres auteurs qui reflétaient soit des gens qu'on aime bien déjà, des gens dont on suit le travail, dont on suit l'écriture, et dont on pensait aussi qu'ils pouvaient eux-mêmes être intéressés par le projet en question. C'est quand même, quand on choisit des auteurs, la première chose à faire. On se dit, on a envie qu'eux s'approprient la chose, donc on se dit à qui ça va parler et à qui ça va faire potentiellement plaisir de travailler là-dessus. Et on a aussi essayé de créer une espèce de cheminement d'écriture un petit peu disparate, mais pas trop, c'est-à-dire on voulait quand même qu'il y ait des sensibilités différentes dans ce qu'on pouvait présumer de ce que les gens choisiraient comme procès, mais aussi dans les écritures par lesquelles ils en rendraient compte. Ce qui nous donnait comme ça, on parle
Concrètement, on a par exemple Frank Smith, dont on savait très bien que son écriture le porterait à quelque chose qui aurait trait à une poésie objectiviste, et ça n'a pas manqué d'ailleurs. Qu'on savait aussi qu'on aurait des gens qui auraient plutôt tendance à fictionner, d'autres qui auraient plutôt tendance à analyser, d'autres enfin qui peut-être seraient plus sur une forme de reportage ou une fiction plus documentaire comme ça. Donc on a essayé aussi d'harmoniser tout ça pour créer ce parcours à travers le siècle. Alors, juste un mot sur ce parcours-là, avant de laisser la parole à mes comparses, parce que là, ça fait déjà très longtemps que je parle, mais Non, pas tant que ça. le parcours en question, d'abord, il y avait cette question des bornes chronologiques. Parce que il est entendu de la part de tous les historiens, on sait quand commence le XXe siècle. Le XXe siècle, il commence avec l'attentat de Sarajevo, qui est le coup d'envoi de la guerre de 14. Donc on se dit, qu'à cela ne tienne, on va garder cette borne-là. Et donc le premier procès du volume, traité par Mathias Sénard, c'est celui de l'assassin de Sarajevo, Gavrilo Princip. Donc là, on a gardé, j'allais dire, une borne historique tout à fait classique et reconnue. Par contre, le problème devenait plus épineux lorsqu'il s'est fallu, lorsqu'il s'est agi de décréter une fin au XXe siècle. Et donc on a décidé, alors il y avait la possibilité d'arrêter en 89, comme le fait Eric Hobsbawm, mais c'est quand même une date, ça aurait fait un très court XXe siècle, comme il le dit lui-même. C'était un peu frustrant en fait. Donc on s'est dit on va arrêter avec 2001, on va arrêter avec les attentats du World Trade Center. Après, il y a aussi une réalité qui est que le temps judiciaire n'est pas forcément le temps historique. Il est toujours un petit peu en retard, il prend plus de temps. Donc concrètement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des procès qui se sont déroulés jusqu'à 2008, je crois, qui est le dernier, mais relatifs à des faits ayant trait à 2001 ou à l'après 2001. Donc voilà, on raconte le XXe siècle, en gros de 1914 jusqu'à 2001, mais avec des procès qui, eux, parfois sont ultérieurs à cette date-là. Oui, effectivement, les derniers en fait, procès présentés chronologiquement renvoient, donc soit effectivement sont des conséquences de 2001, soit de choses plus anciennes, le Rwanda, encore plus ancien, mais le temps de la cour pénale d'Arusha étant encore plus long en fait que pas mal d'autres cours pénales pour tout un tas de raisons, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure le cas échéant, mais donc là on prend d'un seul coup près de 10 ans en fait dans la figure. Et puis il y a des procès comme celui que raconte Hélène Gaudy, qui viennent de encore beaucoup plus loin, mais il se trouve qu'il y a un surgissement tout à coup qui se passe dans ces toutes premières années en fait du 21e siècle calendaire. Enfin, donc, oui, parce que c'est l'un des principes, bien sûr, du livre, c'est de considérer que le procès est le nœud d'une série de coordonnées historiques, des coordonnées judiciaires. Qu'est-ce que c'est que... vous savez très bien que selon les époques, pour le même forfait, vous êtes coupable ou vous ne l'êtes pas, vous êtes condamné à mort ou vous ne l'êtes plus, etc. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a évidemment aussi toutes les forces qui sont en jeu à travers l'histoire d'un siècle. Et par ces forces, on n'entend pas simplement les questions politiques, les questions géopolitiques, les questions de guerre et comment elles modifient les frontières et le droit. Il y a aussi par exemple les mœurs. C'est vrai que qu'est-ce qu'il advient au corps au fur et à mesure du temps, tout ça se répercute dans la justice. Qu'est-ce qui advient au spectacle par exemple, avec toute la mise en place d'une technologie, d'un rapport à l'image, ça aussi, peu à peu, ça passe dans les questions judiciaires, voire juridiques. Donc on a aussi essayé d'isoler comme ça un certain nombre de questions qui forment en fait la trame du volume. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement de 1914 à 2008, eh bien, cette trame-là et ces questions-là se transforment, passent l'une dans l'autre, et donc finalement raconter l'histoire du XXe siècle en si peu de cas, j'allais dire, parce qu'il n'y a jamais que 20 textes, c'est aussi comme ça qu'on a pu le faire, c'est-à-dire en essayant de créer cette trame-là. D'accord, donc avant de revenir donc, plus en détail sur 3 procès, dont on a les 3 auteurs et porte-parole donc à la table, je vais juste parcourir très rapidement le volume en fait pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu et pour vous montrer à quel point effectivement il y a une variété et en même temps une
une cohérence subtile en fait qui s'en dégage. Donc on commence avec Mathias Sénard qui nous parle effectivement du procès Gavrilo Princip, donc l'assassin de l'archiduc, celui qui met les feux aux poudres de la guerre de 14. C'est comme on pouvait s'y attendre de la part de Mathias Sénard, qui est un fin connaisseur des réalités balkaniques, justement, et de la complexité qui se cache sous la complexité. Et dans le climat d'hystérie de 1914, de la montée aux extrêmes, ce procès avait bien des aspects parodiques. Et une des choses qu'on retiendra, vous vous en délecterez, je pense, en le lisant, c'est l'humour de Mathias pour rappeler à quel point pour les procureurs principalement c'est évidemment la peine de mort, et ils s'aperçoivent à leur grande horreur que merde, ils sont mineurs, et on a fait passer une loi il y a 3 mois qui interdit d'avoir la peine de mort pour les mineurs. Putain, on est vraiment pas malin quoi là. Et il y a effectivement autour de ça, donc fait de façon très respectueuse de la procédure, c'est pas une comédie, c'est quand même un procès, mais c'est évidemment c'est pernicieux, ça fonctionne très très bien. Le deuxième procès est complètement différent, donc c'est juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, pardon. C'est un procès, alors là fictif pour le coup, c'est le procès qui est intenté à Maurice Barrès par les dadaïstes, et c'est Thomas Clair en fait qui le raconte, et c'est assez magnifique. C'est un procès que font les dadaïstes à Maurice Barrès. C'est aussi, et c'est ce qui n'échappe pas à Thomas Clair, c'est aussi un procès que les dadaïstes se font déjà un peu à eux-mêmes, parce qu'il y a déjà toutes les dissensions en fait qui parcourent le mouvement aussi tôt que 1920, qui sont en train de prendre des trajectoires explosives dans l'art, mais justement dans un art qui lui-même se voulait éminemment révolutionnaire à cette date-là. Et en prolongement de ce que tu viens de dire, il y a cette question-là, il y a aussi évidemment l'idée que ce procès-là c'est un happening. Donc c'est aussi un type d'inauguration de forme que le XXe siècle... L'invention de la performance. Voilà, exactement, c'est quasiment l'invention de la performance, oui, on peut quasiment dire ça. Et par ailleurs, évidemment, à travers la personnalité de Maurice Barrès, c'est aussi toute une certaine idée de la France, monsieur, qui est convoquée, avec cette idée des nationalismes, à travers cette idée d'une certaine droite européenne aussi, qui court tout au long du siècle, et finalement à travers la figure de Barrès, c'est quelque chose qui va aussi raconter l'histoire ultérieure qui est déjà là. Puis c'est un procès alors qui n'est pas dit expressément, mais je pense que c'est dans le texte de Thomas Clair, et c'est en tout cas dans les intentions des dadaïstes, et il nous le fait bien sentir, c'est que comme tu le dis, c'est aussi le procès qui n'a jamais eu lieu d'une certaine façon, c'est le procès de la Première Guerre mondiale. C'est justement de tout ce qui a mené à cette boucherie, et où la différence de la Deuxième Guerre mondiale, où le coupable ayant été suffisamment identifié et suffisamment perdant, il y a pu avoir un procès qui était Nuremberg, qui justement, on en dira un mot, n'a pas été retenu pour le recueil, parce qu'il y a déjà tellement de littérature et de fiction et de documentaires qui a été fait sur Nuremberg que c'était peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que ce procès contre Maurice Barrès joue aussi un peu ce rôle de tentative de clôture et d'appel en responsabilité de la Première Guerre mondiale. Alors ensuite, on passe à quelque chose d'assez différent, mais on est dans une ligne... C'est Christophe Manon, donc, qui... Alors là, c'est des procès des ennemis du peuple, donc c'est la série de procès staliniens, et qui fait donc non seulement un travail sur ce que veulent dire en fait ces procès, la notion d'ennemi du peuple, la façon dont on construit un ennemi du peuple, donc tout ce qui s'y met en termes de dialectique, en termes d'idéologie, en termes de rhétorique, pour arriver à ça, et puis qui fait en même temps, dans ce texte pourtant court, puisqu'il fait 11 pages, qui fait aussi une lecture en fait des extraordinaires récits de la Colima, donc de Varlam Chalamov, que je me permets au passage, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, de vous recommander chaleureusement. Chaleureusement, je ne sais pas c'est le mot, mais il fait parfois un peu frais sur la Colima, c'est vrai. Ensuite, on a donc Stéphane Legrand qui nous fait alors un procès assez différent, qui est le procès d'une jeune institutrice résistante, qui donc, dans les derniers jours, cette fois, de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la libération de la France, cette institutrice, en fait, se retrouve... Il y a un procès qui est une parodie, c'est-à-dire que si on regarde, et c'est ce que fait très bien Stéphane Legrand, il nous montre les éléments, c'est un procès de commande. En fait, c'est une sombre histoire en fait d'amour et d'infidélité entre résistants. Et puis, pour pouvoir se venger, en fait, un chef résistant dit qu'elle a collaboré avec l'ennemi, quoi. Et donc l'a fait juger et exécuter parce qu'en fait, elle lui a préféré quelqu'un d'autre. Enfin, c'est assez terrifiant, donc d'instrumentalisation de la justice, d'une justice expéditive, d'une justice justement d'urgence. C'est un procès historique passionnel.
Et c'est terrifiant, parce que et en plus, bon, ça a un côté... c'est un des procès, ce ne sera pas le seul, hein, on le verra, où il y a effectivement... c'est en même temps le procès d'un certain type de liberté féminine qui est à l'œuvre de façon sous-jacente et qui est particulièrement atroce. Ensuite, il y a le procès de William Reich, donc qui est... Pardon, parce que j'ai pas son prénom en tête, c'est pas bien du tout, Christophe Fiat. Alors, le procès de William Reich, donc, bon, là je passe rapidement, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, quelqu'un qui a été jugé par les nazis, qui a été obligé de fuir l'Allemagne nazie pour son iconoclasme, pour le fait qu'il avait une vision très politique de la psychanalyse, qui a été désavoué par une partie des psychanalystes déjà installés officiels des années 1930-1935, et puis qui arrivant aux États-Unis ensuite va se faire également juger aux États-Unis pour, alors on ne peut pas dire pour gauchisme, ça n'existe pas encore tout à fait, enfin on n'est pas encore dans cette phase-là, il va se faire juger pour tentative de fraude commerciale, parce que c'est un moyen pratique, et puis il mourra assez mystérieusement en prison. Donc c'est une histoire assez tragique. Il y a tout un procès de la différence non confortable, de quelqu'un qui en fait s'attaque à une bonne partie des fondements de la bonne société américaine, des valeurs américaines, et qui le fait d'une manière qui le rend inattaquable, sauf à passer par un biais. Il vend des appareils qui ne fonctionnent pas, et pour ça on l'arrête et on le met en tôle, quoi. C'est assez magnifique. Ensuite, on a un procès emblématique, donc celui de Charles Manson. On va passer parce qu'on va y revenir, donc, puisque c'est Mathieu Larnaudy donc, qui nous en parle. Et ça ne nous surprend pas, puisque Mathieu, on l'a vu avec Notre désir est sans remède, à une lecture en fait de tout ce qui est à l'œuvre dans Hollywood, dans le cinéma américain, dans la mythologie, dans la construction de mythes qui y sont à l'œuvre, avec leurs effets puissamment délétères. Donc on a un magnifique exemple dans ce roman, qu'il faut absolument lire si vous ne l'avez pas fait. Et on en a un magnifique exemple donc, autour de ce que veut dire le procès de Charles Manson. On va y revenir dans quelques instants. J'essaie d'accélérer parce qu'il y en a quand même encore quelques-uns. Donc ensuite, Julie Bonny nous parle du procès de Marie-Claire Chevalier en 1972. Donc ça, c'est un procès qui est souvent plus connu sous le nom du procès de Bobigny. C'est les procès de l'avortement. Donc c'est une mineure qui a été violée. Ce qui est assez incroyable et ce qui est peut-être la chose la plus terrifiante et poignante de ce procès, c'est que c'est le violeur qui dénonce en fait la personne qui l'a violée, qui dénonce son avortement donc clandestin et illégal. Et donc les accusés sont la mineure, mais surtout sa mère, la médecin en fait qui a pratiqué, et c'est effectivement en 1972 chose qui va jouer un rôle de feu aux poudres et d'aboutir, même si ce sera un peu plus tard, à la loi Veil, à la légalisation de l'avortement et à la révélation en fait des innombrables hypocrisies que contenait en fait cette législation, toujours fragile, peut-être un peu moins en France qu'ailleurs, mais globalement assez fragile dans le monde. Et avec, c'est cette chose qui moi c'est ce qui m'a le plus remué, c'est qu'on se dit c'est quand même le violeur qui fait la dénonciation et qui lui ne sera jamais inquiété, parce que bon après tout. Parce qu'il a volé une voiture, je crois. Ouais, voilà, mais c'est quand même, c'était pour obtenir son immunité judiciaire, enfin, pour donner quelque chose, pour passer pour un indicateur, en fait. Vous n'avez pas quelque chose à nous raconter? Ah, si, attends, c'est incroyable. Donc ensuite, on a alors, le procès de la fraction Armée Rouge, dont Alban Lefranc, cette fois, parle plus spécifiquement sur le procès, puisque, on le sait, Alban Lefranc a fait un magnifique livre entier, donc, qui s'appelle Si les bouches se ferment, qui n'est pas sur les procès de la fraction Armée Rouge, mais qui les traite, bien entendu. Là, c'est vraiment le procès intenté donc, à un certain nombre de membres emprisonnés par une société, la société ouest-allemande donc, des années 70, qui a à la fois beaucoup de choses à se reprocher. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, ça c'était notamment en termes de dénazification, qui a été faite à la va-vite, mal, et puis qui s'est interrompue en plein milieu pour des raisons de guerre froide, principalement. Et donc ensuite la révolte et les propres idiosyncrasies, les propres maladresses de la fraction Armée Rouge apparaissent bien entendu, mais dans la façon dont est construit ce procès, avec ces fabuleux 5 suicides simultanés dans une prison de haute sécurité par arme à feu, qui reste quand même quelque chose qui est rare dans l'histoire. Et qui... Mais il faut être fort en télépathie, quoi. Ah bah, réussir à introduire
5 armes dans 5 cellules différentes de haute sécurité pour faire dans la même journée 5 suicides, c'est quand même un vrai tour de force, quoi. Mais bien entendu, voilà, c'était la fraction armée rouge. Donc, et comme le rappelle Alban Lefranc, qui très vite ne s'appelle plus la fraction armée rouge dans les médias, et notamment dans les médias dominants, mais s'appelle la bande Abadère, donc pour les ramener à un côté purement banditisme et gommer toute la dimension idéologique qu'il pouvait y avoir, quelles que soient les modalités en fait violentes qu'elle utilisait. Ensuite, il y a un autre procès donc emblématique, c'est Marie Cosnet qui le traite, qui est celui de Christian Ranucci. Donc elle passant derrière Gilles Perrault, évidemment, elle n'allait pas faire un traitement du procès du pullover rouge de façon linéaire. Elle le traite par une façon très intimiste, en fait, par l'effet que ce procès lui a fait quand elle était enfant, en fait. Et c'est la puissance, en fait, de ce procès, de son traitement médiatique auprès, en fait, d'une gamine toute jeune à l'époque. Et c'est un angle, justement, c'est ce que tu disais, la variété des angles qui est particulièrement intéressant sur un procès aussi fondamental que celui-là. Oui, puis surtout que, excuse-moi, je te répète, on voit comment précisément, à travers le cas de cet enfant comme une autre, finalement, à ce moment-là, comment ça infuse dans la société française. Puisqu'on le sait, le cas Ranucci a été utilisé par Badinter pour plaider contre la peine de mort, et que c'est l'un des cas qui ont amené l'abolition. Clairement. Donc ensuite, on a le procès de la prison d'Ajaccio, fait par Jérôme Ferrari, à qui la Corse est chère, on le sait, et précieuse. Et donc c'est un procès qui est étonnant, puisque c'est peut-être le dernier procès qu'on connaisse qui a trait à un crime d'honneur. En fait, à ce qui s'est longtemps appelé un crime d'honneur, quelque chose qui a un peu disparu du paysage de nos jours, mais qui effectivement, le procès fait au meurtrier de traîtres, en fait, dans le cadre effectivement des années héroïques du FLNC, avant qu'un certain nombre de dérives, notamment de dérives mafieuses, financières, et là pour le coup de l'ordre du grand banditisme, n'infiltrent peu à peu ce mouvement. Et ce qui est intéressant, parce que du coup je continue, bien sûr, c'est que là, je trouve que dans le texte de Jérôme, il y a une des perspectives très foucaldiennes en fait qui irrigue à peu près tout le livre et qui est l'horizon d'à peu près tous les auteurs aussi. Mais finalement là, on la trouve très bien mise en œuvre, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la justice au fond? Parce que Jérôme me racontait que en Corse, on ne comprend pas que les types qui sont rentrés dans une prison pour assassiner des mecs qu'il fallait assassiner soient condamnés, quoi. C'est juste, ils ont rendu la justice. Sauf qu'effectivement, la justice dans la culture corse de ces années-là au moins, et probablement aussi de façon plus ancestrale, ne correspond pas aux normes républicaines de la justice. Et donc là, on est précisément dans cette question très intéressante, qui est qu'il y a aussi une relativité de la justice, et que selon les moments, selon les endroits et selon les personnes, la notion de justice n'est pas la même. Ensuite, on arrive sur un procès qui est aussi l'un, parce qu'il y en a quelques-uns comme ça, qui sont des procès qui sont dans la zone de ce qu'on appellerait la parodie de justice, même si c'est interférent, qui est celui de Nicolae et Elena Ceausescu. Donc un procès exécuté en 36 heures chrono, et encore 24 heures, je crois, vraiment à l'arrache. Il faut se dépêcher d'obtenir la sentence et l'exécution derrière, dans la cour, derrière l'école en fait où ça avait eu lieu. Ouais, et en revanche, avec, à la différence de choses qui avaient lieu 40 ou 50 ans avant, où il y avait également cet aspect parodique, mais où il n'y avait pas la même médiatisation, pas la même présence de l'image. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant, et donc c'est Patrick. Pierre Ducrozet. C'est pas bien de mettre du oui, mais c'est parce que c'est. Enfin... Non, mais parce que voilà, il y en a, tu vois, je les connais, mais d'autres je les connais moins, même si je l'ai lu. Ensuite, donc on arrive à Juliadec, donc du procès Péchinet, donc on va en reparler tout à l'heure, mais qui est donc le principal là-dedans, mais d'un procès qui, et pour quelqu'un qui a écrit Les Effondrés, on le sait, c'est pas neutre non plus, qui sont les procès qui sont trop rares, mais les procès des abus en fait financiers. Les abus, toute l'histoire du XXe siècle ne se résume pas à ça quand même, Hugues. Non, mais quand même. T'aurais aimé quand même. Et c'est croissant. C'est croissant. Mais peut-être que si on en fait une histoire du 21e, il y en aurait plus, en tout cas, potentiellement. Voilà. Mais je suis d'accord, oui, c'est pas toute l'histoire du XXe siècle, mais
Mais il ne faut pas Non, négliger... mais tu as raison, non, mais c'est vrai que c'est un type d'histoire d'abord, enfin je veux dire, une place dans l'histoire que ça prend, ces affaires et les différentes malversations financières ou politiques qui s'est accrue au cours du temps et qui aujourd'hui peut-être atteint son acmé, quoi. Et en dehors des effondrés de Mathieu Arnaudi, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous recommande également le petit mais intense Rêve de Madoff de Dominique Manotti, qui a plus d'un point commun en fait avec l'affaire Péchinet, sur pas mal d'aspects. Ensuite, donc, Frank Smith nous fait le premier procès dans l'ouvrage de Crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité, puisque c'est un procès donc, qui a lieu au génocide, qui a trait au génocide rwandais. Donc c'est le procès d'un génocideur auprès du tribunal pénal international d'Arusha, donc le pendant de l'A.E. mais pour l'Afrique australe et de l'Est. Donc là, bon, c'est un terrain qui a été couvert différemment, c'est-à-dire qui n'a pas été couvert sur le plan judiciaire, mais sur lequel il y a le travail qu'a fait Hetzfeld, notamment, donc, qui est quand même assez exceptionnel en fiction documentaire, en réussissant à interroger à plusieurs années de distance les victimes, les coupables et les réconciliateurs, qui reste quelque chose d'assez incroyable. Et donc Frank Smith a pris un billet très, comme tu disais tout à l'heure, de réalisme, extrêmement factuel, donc c'est assez fascinant. Et on a ensuite un deuxième procès, je vais en dire un mot, qui arrive un peu après, sur un sujet similaire. Après, on a le procès d'O.J. Simpson, donc écrit par Maïs de Kerangal. Ce procès, et en sous-jacent, il y a la question, est-ce que dans certains cas, la pression sociale, politique, médiatique est telle que est-ce que le procès même est possible, ou est-ce que c'est pas en fait fichu d'avance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de procès, pas de procès digne de ce nom. Le verdict sera de toute façon orienté, quoi. Parce que c'est trop compliqué, pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la justice, en fait, qui ont à voir avec la société, avec des rapports de force politiques, avec des prises de risques. Donc c'est assez fascinant également. Donc ensuite on arrive avec Mathias Sénard et Mathieu Larnaudy donc sur le procès d'un autre génocidaire, et peut-être pas tout à fait le terme ici, mais en tout cas criminel de guerre, qui est Tihomir Blaskić. Donc c'est un procès à La Haye, et là on en dira peut-être un mot également tout à l'heure, mais c'est moi ce que j'ai vraiment admiré dans ce texte, c'est la façon de transformer la polyphonie d'un procès multilingue, justement avec ses langues de procédure, le fait que chacun doit pouvoir s'exprimer dans sa langue, donc la présence massive des interprètes, et qui devient facilement une cacophonie absolument monumentale avec le télescopage en fait des différentes interventions, où les interprètes, quel que soit leur professionnalisme et leur talent, sont à un moment complètement dépassés, en plus que chaque mot compte, on est en judiciaire, donc chaque nuance dans une langue a un sens tel qu'on peut ergoter 50 fois sur la traduction, et là c'est plus de savoir si le traducteur a bien saisi l'esprit de l'auteur dans le cadre d'une traduction littéraire, c'est est-ce que ça va le faire condamner ou pas qu'on ait choisi de le traduire par ça plutôt que par ça. Oui. Donc c'est un peu plus grave c'est extraordinaire. Ensuite, il y a Emmanuel Adly, dont on avait adoré. Alors là, je ne vais pas redire le titre en entier, mais en tout cas, son dernier ouvrage, c'est un culte. La très bouleversante confession de l'homme qui a tué le plus grand fils de pute que est porté, voilà, il n'y a pas jamais. Qui sortira à la rentrée d'ailleurs jeudi en Babel. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu à l'époque chez un culte, puisqu'il n'est plus disponible, il sortira en Babel avec une très belle couverture qu'on a vue aujourd'hui. Ah, super. Et voilà, c'est c'est un grand texte. Ouais, c'est un très beau texte. Et donc Emmanuel Adly a traité un procès qui est celui de William Jefferson, plus connu sous son diminutif de Bill Clinton. Et donc c'est le procès de l'affaire Lewinsky. Et il l'a traité d'une façon assez extraordinaire que je vous laisse découvrir, parce que c'est vraiment voilà, on en a transformé effectivement, évidemment, qu'est-ce qu'un acte sexuel, et dans des détails assez minutieux, en fait judiciaire, et d'importance nationale, et comme on parle des États-Unis, d'importance mondiale en réalité. Donc c'est quand même assez fascinant. Ensuite, Claro nous parle d'un procès qui n'a pas eu lieu. C'est le seul cas. Il y avait un procès totalement fictif, celui de Maurice Barrès en deuxième, et donc là, vers la fin, Claro nous parle d'un procès qui a été épargné donc au Lion Prince, le lion du zoo de Vincennes, qui a tué en fait un visiteur. Et donc traite sur la notion même de procès fait à des animaux dans l'histoire, il y a très longtemps, à quel moment c'est quelque chose qui a été pensable, pas pensable, comment ça a évolué, c'est également assez fascinant.
Oui, excuse-moi, je continue. Mais bien sûr. C'est intéressant parce que comme on est à un moment où il y a des débats très très vifs sur le statut des animaux, leur politisation, en tout cas leur donner une parole politique, leur donner une présence politique, est-ce qu'il faut créer un parlement des animaux, comme disent certains, qu'est-ce qu'on en fait? On peut aussi se dire, mais alors le problème c'est que si les animaux deviennent des animaux politiques comme les autres, est-ce qu'ils ne deviendraient pas aussi des justiciables comme les autres? Enfin, il y a tout un truc comme ça qui se met en place, donc c'est vrai que le texte de Clairaut, en creux, soulève ces questions qui sont en ce moment, en philosophie politique, ultra prégnantes, quoi. Et en fiction, si on le rapproche du très beau texte de Vincent Message, donc Message, des faits des maîtres et exactement. vos possesseurs, par un angle science-fictif, mais extrêmement habile, effectivement, une façon de nourrir ce débat qui n'est pas un débat du tout d'ange sur une tête d'épingle en réalité, malgré les apparences. Non, justement pas. Le suivant donc, est un très beau texte d'Emmanuel Ruben, dont on a beaucoup aimé donc, à l'automne dernier Jérusalem terrestre, avec une résidence donc, à Jérusalem. Et là, c'est le procès de Marwan Barghouti, donc un député palestinien et chef de la branche armée en fait, du Fatah pendant des années, considéré de façon générale et en particulier par la justice israélienne comme le principal responsable de l'ensemble des attentats de la deuxième intifada. Et donc à ce titre, donc accusé, si ma mémoire est bonne, de quelque chose comme 89 meurtres, donc jugé avec un procès à l'issue duquel il a été acquitté pour 84 des 89 meurtres, ce qui devrait quand même dans n'importe quel pays du monde poser un problème à la chambre d'accusation, mais qui à la fin donc, est condamné pour 5 meurtres, et donc la peine de mort ayant été également abolie en Israël, au grand regret des procureurs une fois encore, est converti en 5 peines à perpétuité en fait, donc qu'il est toujours en train d'exécuter. Et qui pose un certain nombre de questions sur le type de responsabilité en fait, politique, effectivement, des notions d'appel au meurtre, et ensuite de ce qu'est une guerre de libération par rapport à du terrorisme pur et dur. Vaste sujet que je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aborder là à l'instant, mais en tout cas, le texte d'Emmanuel Ruben est magnifique. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Ensuite, on arrive donc voilà au texte d'Hélène Gaudy, le procès Berthier, Rivas et Gomez. Impressionnant procès, donc une jeune femme a intenté en Argentine, donc il y a quelques années, à ses parents adoptifs et à l'entremetteur qui avait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui avait fourni en fait le nourrisson aux parents adoptifs dans le cadre effectivement de la dictature et de cette pratique qui a eu une certaine popularité à l'époque dans les classes aisées en fait de l'Argentine dictatoriale, qui était donc de récupérer les enfants en bas âge des subversivos que l'on envoyait dans le Rio de la Plata en hélicoptère, pour ensuite donc les offrir à des familles bien comme il faut en mal d'enfants. Et donc cette jeune fille, quand elle a appris donc cela, a intenté un procès donc à ses deux parents et aux fournisseurs, donc qui est quelque chose d'assez incroyable. Donc on va en reparler. On arrive ensuite donc au dernier procès, et là c'est le procès de Lakhdar Boumedienne, qui est un procès qu'il a obtenu de haute lutte, c'est-à-dire qu'il a obtenu le droit d'avoir un procès puisque c'était l'un des détenus de Guantanamo, qui était là, ne sachant plus très bien, et personne ne sachant trop pourquoi il était là, puisqu'il n'y avait évidemment pas de chef d'accusation, il n'y avait pas de procédure judiciaire, il y avait juste une procédure donc d'enfermement hors extrajudiciaire, selon ce joli euphémisme inventé pour l'occasion par la machine administrative américaine. Et donc il a obtenu devant la Cour suprême des États-Unis, et c'est ça qui est l'enjeu essentiel, le droit d'avoir un procès. Donc c'était un procès dans lequel il a été jugé, immédiatement acquitté, donc libéré. Et le fait même de la façon comment ce procès a pu ne pas avoir lieu d'abord, puis avoir lieu, est en soi quelque chose qui évidemment pose beaucoup de questions. Et c'est un texte de Sylvain Prudhomme. De Sylvain Prudhomme, bien sûr. Voilà, donc on peut peut-être revenir sur vos textes respectifs. Donc on va commencer par Charles Manson. Donc pourquoi Charles Manson alors position. Un peu pour ce que tu as déjà soulevé tout à l'heure en réalité, c'est-à-dire que le cas Charles Manson
était pour moi très révélateur de la façon dont l'idée de spectacle s'impose également dans la machine judiciaire. Et quand il y a le procès donc, de Manson, c'est à ce moment-là le procès le plus médiatisé de l'histoire. Des caméras sont là. Je me souviens plus exactement du nombre de journalistes qui couvraient l'événement. Je crois que ça a duré 8-9 mois. Ça a été toute une dramaturgie qu'on suivait dans les journaux et à la télévision, comme si c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une série, quoi. Donc il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec le paradoxe que ça contenait, c'est-à-dire que tout en condamnant Charles Manson, finalement ça le servait aussi, ou en tout cas ça lui donnait accession à ce qu'il avait toujours voulu et cherché à être, c'est-à-dire une star de cinéma. Lui avait une fascination pour ce monde du spectacle, et quelque part les crimes atroces qu'il a non pas commis mais fait commettre aux gens de la dite famille, qui était en fait son espèce de petit groupuscule avec lequel il avait un fonctionnement de gourou, puisqu'il fonctionnait quand même comme une secte. C'était eux qui avaient commis les crimes en question, mais c'est bien lui qui en a été reconnu comme le principal responsable et condamné comme tel. Donc grâce à eux, il a pu accéder à ce degré de notoriété qui était en fait vraiment ce qu'il visait, quoi. Donc il y a tout un truc comme ça avec le spectacle qui me semblait très très intéressant. Et le deuxième thème qui m'intéressait moi personnellement particulièrement à travers ça, c'est aussi qu'on a vu le procès Manson comme étant au fond le procès et la fin des grandes expérimentations politiques américaines, et notamment tout ce qui avait trait à des tentatives de communautarisation libertaire. Voilà, on a dit, en gros, la bonne société américaine a utilisé ce procès-là pour montrer que de toute façon les utopies étaient vouées à fabriquer ce genre de monstres. Et évidemment c'était quelque chose de bien utile. On en voit d'autres figures depuis. Finalement, le procès Manson porte en germe la fin des utopies. Il a été utilisé comme tel. Et je me souviens par exemple dans un film Lydia Lunch racontant le traumatisme qu'avait été dans un certain milieu alternatif et plus largement peut-être dans toute la contre-culture américaine le procès Charles Manson, parce que quelque part c'était leur procès. C'était le procès de leur mode de vie, de leurs expérimentations, de leur subversion, de leur transgression qui était fait à travers la figure de Charles Manson, et c'était comme si la bonne société américaine leur disait voilà où vous nous conduisez, et maintenant c'est fini. Il y a, juste dans cette veine-là, il y a un très beau texte de Madison Spark Bell, en fait, qu'il a écrit en 2011, qui je crois est son dernier traduit en français à ce jour, qui justement crée une secte simili-mansonienne et en projette en fait quelques personnes 30 ans plus tard, au moment justement de septembre 2001. Et avec un parallèle très, très intéressant. Et où on retrouve en fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a donc un autre procès où là justement la médiatisation n'est pas du tout la même, parce que je pense que les acteurs auraient adoré que ce ne soit pas du tout médiatisé. C'est le procès de Puchinet, donc Juliadec. À vrai dire, ça a été un procès qui a été très très médiatisé. Enfin, le procès n'a pas été spécialement médiatisé, mais ça a été un scandale énorme, ce qu'on a complètement oublié. Moi, c'était un nom dont je me souvenais des années 80. Je me souviens c'était l'époque où les... C'est-à-dire que ça s'est banalisé depuis. C'est ça s'est banalisé depuis. Oui, peut-être ça apparaît comme un scandale mineur rétrospectivement, mais je pense que la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur ce procès-là, c'est que j'ai jamais travaillé sur un matériau historique, et j'avais quand même envie de parler de quelque chose d'actuel, et du point de vue politique et du point de vue financier. Et je voulais aussi parler de quelque chose dont j'avais un souvenir personnel. Moi, j'étais adolescente dans les années 80, et mes parents avaient voté pour François Mitterrand, donc en 1981, on pensait que quelque chose de merveilleux allait se produire. Et puis, moi, en tant qu'adolescente, ma découverte de la politique, c'était jour après jour, on entendait parler d'un nouveau scandale financier. Alors, il y en a eu peut-être dont on se rappelle mieux, il y a évidemment l'affaire Elf un peu plus tard,
il y a eu l'affaire Urba, l'affaire de la Société Générale, enfin bon, tous les jours, voilà, il y avait comme ça un scandale après l'autre. Et donc ça m'intéressait du point de vue thématique, et puis du point de vue de l'écriture, j'avais aussi décidé de choisir un sujet rébarbatif. Je me suis dit, voilà, Charles Manson s'était pris, O.J. Simpson, Bill Clinton s'était pris, tout ça, voilà. Les paillettes s'étaient les trucs pris. fastoches. Mais non, mais on pense, évidemment, c'est des projets séduisants. Je me suis dit, non, je vais essayer le versant opposé, le versant aride. Je vais chercher un truc vraiment dont on n'a pas envie d'entendre parler, parce que ça paraît mais tellement, pas enthousiasmant. Et c'était aussi une espèce de défi d'écriture, comment arriver à rendre intéressant, au moins à mes propres yeux, quelque chose qui est quand même pas hyper sexy. Voilà. Donc, je me suis. Et oui, et puis alors, donc, une fois cette base posée, j'avais l'embarras du choix dans toutes les affaires qui se sont passées sous Mitterrand. Et je me suis arrêtée sur celle-là parce que du point de vue technique, elle n'est pas non plus très compliquée à comprendre et à restituer. Un bon vieux délit d'initié. Un bon vieux délit d'initié, c'est quand même pas très compliqué. Donc pour rappeler juste un peu la situation, Pechiney, c'est un très grand groupe français, un groupe industriel qui est numéro 3 mondial de la métallurgie, enfin ça va, c'est bien. D'aluminium, oui. Donc ça se ressemble. Oui. Et ça va plutôt bien pour eux à la fin des années 80, mais ils sont quand même en perte de croissance. Et donc, pour relancer la machine, enfin surtout pour augmenter leurs bénéfices sur le papier, ils décident de racheter une entreprise américaine. Donc c'est un groupe français nationalisé par les socialistes qui décide de racheter une entreprise américaine, 100% capitaliste. C'est une entreprise qui est aussi dans l'aluminium, qui fabrique des canettes de coca, des tubes de dentifrice, ils font de l'emballage en aluminium. Et c'est une entreprise qui fait plein de bénéfices, donc les Français se mettent en tête de les racheter. Il y a des tractations qui durent plusieurs mois parce qu'il y a plein de parties prenantes, les Américains veulent bien vendre parce que de toute façon les propriétaires de l'entreprise américaine ils ne l'ont racheté que pour faire du bénéfice, donc ils sont d'accord pour vendre mais il faut monter les enchères. Et il y a plein de tractations avec le gouvernement français qui, au passage, alors évidemment c'est toujours très difficile de retracer ce qui se passe dans un délit d'initié, c'est parce que c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, tu sais peut-être que tu devrais acheter des actions d'eux, et au final on se rend compte qu'il y a des gens proches du pouvoir qui se sont mis vraiment plein d'argent dans les poches. Et coïncidence, visiblement pas. Alors là aussi sur des questions de proches du pouvoir, mais d'un pouvoir quand même différent de celui du pouvoir socialiste, quels que soient ses démons en fait sous Mitterrand, qui est le pouvoir argentin en fait de la dictature. Là donc on est dans un autre genre où il n'y a pas véritablement de profit financier, mais un profit moral assez important de la part des criminels qui vont trouver en procès. C'est celui donc du procès des un procès, mais qui devient un procès un peu emblématique, voilà, celui des enfants donc volés et adoptés. Donc, comment c'est venu en fait, Hélène ? C'est une histoire qui me turlupine depuis un moment, où j'avais envie en fait, et j'ai toujours envie de faire quelque chose de plus long, de faire un livre un jour sur... Il y a déjà eu beaucoup de livres sur le sujet, il y en a 2 qui sont là d'ailleurs. Mais bon, voilà. Des romans, beaucoup de romans. Celui d'Elsa Osorio, L'Oiseau le temps sauvage, voilà, donc. Un sujet évidemment qui est extrêmement, alors là pour le coup... et puis c'est un des sujets de Carré Ferré dans ma puche. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de... en tout cas moi je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ça pouvait être que d'être élevé finalement par des gens qu'on croit pendant un certain temps être ses parents, et arriver à faire ce retournement qui consiste à les accuser, enfin à les traduire en justice. Et c'est un sujet que j'ai toujours pas trouvé, dont j'ai toujours pas trouvé la manière en fait de m'emparer vraiment de ça, parce que déjà ça a été beaucoup fait, et alors ça a eu lieu dans beaucoup d'autres pays. Il y a eu des enfants réunionnais aussi qui ont été expédiés dans la Creuse pour travailler la terre en France, enfin en Espagne, il y a sous Franco, il y a eu énormément d'histoires comme ça, enfin, en fait et presque dans tout, en Angleterre. En France en aussi, 1945, la guérilla entre les catholiques et les communistes pour récupérer les orphelins juifs, oui, qui était
Oui, donc étonnante. C'est quelque chose qui a lieu, qui est beaucoup plus fréquent que je l'aurais cru au départ. Et en fait, finalement, pour ce texte-là, en tout cas, l'angle du procès m'a vraiment donné une entrée en fait, dans cette histoire. Et c'est ce que j'aime bien aussi souvent avec les livres collectifs, c'est qu'il y a des obsessions qu'on a un petit peu tous, et puis qui viennent à un moment donné rencontrer une contrainte, quelque chose que chacun va devoir trouver un moyen de l'appliquer. Et je me suis dit finalement, ce sujet qui me semble tellement énorme et tellement difficile à saisir, peut-être qu'il y a une entrée intéressante justement dans le cadre du procès, dans la langue du procès, dans l'espèce de délimitation en fait que ça donne à ce sujet-là. Et donc en me penchant sur l'histoire de cette femme, donc, qui s'appelle Maria Eugenia Sampaio Barragan, je me suis rendu compte en fait que la première chose qu'elle dit et ce qui est vraiment son leitmotiv, c'est de retrouver donc son identité et du coup de se désapproprier, parce qu'elle appelle ses parents adoptifs ses appropriateurs, donc quelqu'un se l'est approprié, et son but à elle c'est vraiment de sortir de ça. Et elle a pour ça une démarche très politique. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'affect, qui veut que son procès fasse exemple pour la suite, et qui pas du tout justement, qui rentre pas du tout dans le cadre un peu romanesque que j'aurais pu imaginer dans un premier temps. Et c'est ça qui m'a intéressée finalement, c'est de me dire, plutôt que de romancer cette histoire, ou en tout cas de la raconter à ma façon, je vais plutôt essayer de prendre les mots qu'elle choisit de prononcer. Et voir finalement dans ces mots-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette histoire. Et au fur et à mesure aussi les mots que les parents adoptifs ont prononcés, puisque eux-mêmes ont construit en fait toute une série de fictions. Elle a senti assez vite apparemment que quelque chose clochait dans cette famille, et donc ses appropriateurs ont commencé par lui dire qu'elle était la fille de la femme de ménage, pour après lui dire qu'elle était la fille d'une hôtesse de l'air, enfin bon. Donc toute une série de variations qui par le simple fait qu'elles soient successives montrent qu'elles sont fausses sans qu'ils aient l'air de s'en rendre compte. Et en plus, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que en fait dans les mots que eux ont prononcés, dans les mots faux qu'ils ont prononcé, on peut retracer presque toute la réelle histoire, quoi. Parce que ses parents, donc les vrais parents de cette jeune fille, ont été jetés donc, dans le Rio Plata d'un avion. C'est vrai que l'hôtesse de l'air c'était particulièrement chouette. L'hôtesse de l'air, enfin bon. Et finalement, voilà, j'ai choisi de rester vraiment. Ce qui tient vraiment au procès dans le texte que j'ai écrit, c'est ne me servir que de ce qui a été dit en fait au procès pour essayer soit de retracer l'histoire, soit de comprendre ce que ces mots-là pouvaient renfermer derrière ce qu'ils avaient l'air de dire. Et en plus en espagnol, sachant que je parle assez mal espagnol, donc ça a été aussi faire traduire ces phrases, essayer de voir ce que l'espagnol aussi change. Il y a des mots en espagnol qui ont un double sens aussi, et pas en français. Enfin, voilà, d'essayer de voir dans cette langue-là, qui est celle du procès, de ce procès en tout cas, ce qui était sous-jacent aussi, et ce qui venait nourrir cette histoire. Voilà, donc le retournant peu à peu, je dirais, donc vous aurez saisi, je pense que là, c'est un ouvrage qui est particulièrement réussi, donc c'est un ouvrage collectif où il y a... moi je tiens à le dire parce que c'est pas nécessairement ce qui est le plus apparent, parce qu'on parle de matière judiciaire, donc ça a l'air quand même un peu sombre, pas nécessairement riant, et en fait il y a beaucoup d'humour. Parfois c'est de l'humour noir, parfois c'est de l'humour involontaire et mécanique, mais qui vient de la distance entre le vocabulaire judiciaire qui est utilisé et les actes en fait qu'il recouvre. Sur le procès Clinton, c'est assez... Voilà, il y a des choses qui sont là. Parfois il y a effectivement une forme de comique de situation assez étonnant, alors pas nécessairement sur les procès de crimes contre l'humanité, mais effectivement sur le procès Barès par exemple. Je veux dire que le comique des crimes contre l'humanité est assez limité. Oui, il est plus délicat à trouver. Mais en tout cas, voilà, c'est un ouvrage où je crois que par rapport à l'objectif que tu décrivais au début, moi je trouve que c'est flagrant à quel point il y a une variété de tons, de tonalités, de styles, d'angles d'approche de ces procès. Donc ça en fait un ouvrage qui arrive effectivement à un décryptage assez curieux, assez étonnant, mais assez crédible du XXe siècle. Et ça c'est beau. Et comme c'est varié et superbement écrit, ça en fait, vous l'aurez saisi, un peu un ouvrage évidemment capital à lire, mais surtout parfait pour offrir. Donc surtout n'hésitez pas à en prendre plusieurs.
Et puis, puisque vous êtes là, en profitez également de profiter de la présence des auteurs pour vous intéresser, si vous ne les avez pas déjà tous, à leurs autres ouvrages. Donc, il y a plusieurs ouvrages de Jules Yadec, d'Hélène Gaudy et de Mathieu Larnaudy. Et donc, voilà. Et je vous invite à profiter, sinon, d'un verre pour pouvoir poser des questions et faire dédicacer donc, dans le temps qui nous reste dans cette soirée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment Bon super. anniversaire à Carib. Ah oui, c'est vrai, bon anniversaire à Carib. 5 ans, hein, c'est 5 ça ans. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.